Chapitre 2. The Prison. La culture est une hallucination de masse. Terence McKenna. Poursuivons le parallèle avec la matrice. Dans le film, les humains sont persuadés que cette illusion dans laquelle s'agite leur esprit est la réalité. Ils en sont tellement convaincus qu'ils sont incapables de voir qu'ils servent de piles pour faire fonctionner des machines. Comme eux, nous sommes des piles pour alimenter le système capitaliste. Ce qui en soi n'était pas une mauvaise chose au début. À la base, le capitalisme est une construction de l'esprit qui met tout en œuvre pour que certains humains soient au service d'autres humains, le plus souvent de manière volontaire et en échange de rémunération, c'est-à-dire d'un salaire. Pour reprendre les mots de Yuval Noah Harari, dans son superbe ouvrage Sapiens, il s'agit d'un ordre imaginaire. Nous devons ainsi au système capitaliste l'idée même d'égalité entre les hommes et les femmes. Si on peut dire que l'argent n'a pas d'odeur, il n'a pas non plus de sexe. Le pain que vous mangez, la chemise que vous portez, le téléphone que vous utilisez peuvent avoir été produits tant par un homme que par une femme. C'est donc beaucoup grâce à cet effet anonymiseur de l'argent que les femmes ont pu réclamer à travail égal, salaire égal. Et même si la parité dans la rémunération n'est pas atteinte dans toutes les sphères de la société, l'écart n'a cessé de diminuer depuis le XVIIIe siècle. Le problème, c'est que dans la société capitaliste d'aujourd'hui, tout concourt à nous orienter vers une consommation excessive. La famille, les amis, nos collègues, nos patrons et l'école prennent le relais de la publicité pour nous transmettre une seule vision du monde, celle du consumérisme. Et étourdis que nous sommes par les exigences de ce consumérisme, nous perdons de vue que cet ordre imaginaire n'a pas toujours existé et qu'il n'est par le fait même qu'une convention. C'est là qu'entrent en scène ceux qui ont réussi à en sortir. L'histoire a produit tout un lot de Morpheus, des penseurs et des philosophes qui ont écrit ou enseigné ce seul but, réveiller les autres et leur montrer que la convention dans laquelle ils vivent n'est qu'une hallucination de masse. Malheureusement, pour une poignée de gens qui se réveillent, on en compte des millions qui persistent à accumuler des biens, à améliorer leur confort, leur sécurité, leur contrôle sur les autres. Nous sommes peut-être prisonniers, mais nous sommes prêts à nous battre pour conserver nos acquis et augmenter ce que nous considérons comme notre valeur personnelle. Pour ce faire, nous solidifions nos barreaux tant que nous le pouvons. Depuis les années 1990, l'asservissement lié à la convention d'hyperconsommation a atteint des proportions inégalées grâce à la publicité et à l'abondance de nouveautés. Deux phénomènes très récents dans l'histoire de l'humanité. On peut même dire que la culture du XXIe siècle se construit sur cette hyperconsommation. Ce n'est pas pour rien que, pressentant la récession qui nous guettait, celle de 2008, le président George W. Bush a fait appel au sens patriotique des Américains lors d'une conférence de presse en décembre 2006. And I encourage you all to go shopping more, leur a-t-il lancé avec conviction. Et je vous encourage tous à magasiner davantage. Voilà qui illustre clairement que nous sommes passés du statut de citoyen à celui de consommateur, du moins dans l'esprit de nos dirigeants. Magasiner davantage. Si on y pense, l'expression pourrait servir de devise planétaire au XXIe siècle. Heureusement, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer cette dérive. L'argument principal est que notre planète, par définition un lieu limité, ne peut produire des biens en quantité illimitée. Déjà, en janvier 2019, un groupe de scientifiques a sonné l'alerte, demandant, suppliant presque les consommateurs, d'arrêter de remplacer constamment leur téléphone cellulaire par le modèle de l'année. Pour quelle raison ? La fabrication de chaque nouveau téléphone contribue à rendre plus rares encore les matériaux qu'on appelle déjà les terres rares.
Ces dernières sont disponibles en très faible quantité sur la planète et elles sont essentielles au fonctionnement de nos téléphones et autres appareils électroniques. Nous sommes ni plus ni moins en train de les épuiser. Mais notre hyperconsommation entraîne un autre problème. À force d'acheter sans arrêt, nous produisons une quantité faramineuse de déchets. Non contentes de nous vendre des biens, les grosses compagnies s'assurent que ceux-ci vont se briser ou devenir obsolescents de plus en plus vite. Nous nous donnons bonne conscience en remplissant notre bac de recyclage, mais la vérité, c'est que trop peu de nos déchets sont recyclés ou même recyclables. Beaucoup finissent dans nos dépotoirs quand on ne les exporte pas pour qu'ils entassent et polluent ailleurs dans le monde. Certains pays commencent d'ailleurs à nous retourner ces conteneurs remplis de déchets. Si nous avions besoin de signaux extérieurs pour prendre conscience de nos abus d'occidentaux, en voilà bien un. Je trouve évidemment la situation préoccupante du point de vue de l'environnement et des ressources disponibles sur la planète. Mais ce qui m'intéresse en tant qu'écrivaine, c'est l'impact que produit l'hyperconsommation sur l'être humain. Quelles sont les conséquences de cette convention du XXIe siècle dans la vie de chacun de nous? Sommes-nous plus heureux depuis que nous avons fait du magasinage notre sport national?